Salut Abed, Salut Nasty, comment vas-tu? super et chez toi? Écoute, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast, sur le Cotonou Boy Show. Alors, tu t'appelles Abed pour les intimes. Ceux qui te suivent sur Insta et sur les réseaux t'appellent Docteur Sympa. Médecin sympa. Ouais. Et voilà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour me présenter, à l'état civil, c'est Abed Nego. C'est un nom composé, donc c'est pas juste Abed. Il y a un tiret de 6 entre les deux, tiret de 6, hein, pas 8, 6. Voilà. Abed Nego au point Tertius, Gbecheji, ça c'est mon nom de famille, et a.k.a. médecin sympa. Ok, Voilà. d'accord. D'où est-ce que ça devient médecin sympa? Alors, médecin sympa, d'où est-ce que ça me vient? J'étais de garde, bizarrement, dans une clinique de la place, et successivement 3 patients dans la même journée m'ont dit « Ah, mais vous êtes sympa. Ah, vous êtes un médecin super sympa. Okay. Et le 3e patient, quand il est venu à l'accueil, il a dit « Je veux voir le médecin sympa, l'autre médecin qui est hyper sympa là. » Et donc, c'est là que ça m'est resté. Je me suis dit « Les gens me trouvent sympa, je suis médecin sympa. » Okay. Et ça décrit assez bien ma personnalité. Ok, donc pour ceux qui n'avaient pas compris, tu es médecin, c'est ça? Oui. Et j'ai vu dans ta biographie, tu es médecin et tu es communicant, tu es spécialiste en stratégie de communication également. Oui. Sur LinkedIn. Oui. Ouais. Ah, vous avez fouillé. Ouais. Ah, ouais. Et sur LinkedIn, tu as mis docteur sympa, c'est pour ça. Mais je vais uniformiser tout ça. Vous voyez, LinkedIn, ça fait plus professionnel, donc on doctorifie les choses. Là-bas, là, c'est les diplômes, ils alignent. Donc, j'ai mis mon diplôme dans mon nom. Okay. Oui, spécialiste en communication, mais par expérience. Je n'ai pas de diplôme en communication. Okay. Je suis docteur en médecine depuis 1 an déjà, formé à la faculté des sciences de la santé. Okay. Mais depuis bientôt 10 ans, en 2024, depuis 10 ans, je fonctionne dans ce qui est ma passion, la communication, le fait de pouvoir parler, me connecter. Dans la communication, moi, je mets ça, le fait de pouvoir me connecter aux gens et de pouvoir connecter les gens entre eux. Okay. Et donc, j'utilise la sagesse, l'intelligence que Dieu m'a donnée. Je m'inspire de personnes autour de moi, dont toi, pour pouvoir créer des choses dans le domaine de la santé. Comment j'y suis arrivé? On va y venir pendant que on parle. Parce que je pense que je dois te connaître depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Et à l'époque, je pense que quand je t'ai connu, tu étais en stage dans une agence de communication qui s'appelait Tam Tam, chez monsieur Ulrich Adjovi. Big up à lui, s'il nous regarde. Et tu faisais de la communication. C'est pour ça que... Wow. Enfin, quand j'ai su que tu faisais des études de droit, des études de médecine, ça m'avait surpris, en fait. Mais comment t'as fait pour pouvoir allier les deux et comment tu fais pour évoluer en alliant ces 2 disciplines? D'accord. Bon, là, je vais parler un peu quand même. J'ai eu mon bac assez tôt. J'ai eu mon bac à 15 ans. Okay. J'avais 15 ans quand j'ai eu mon bac. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 26 ans, oui. Okay. C'est un fait bizarre, je suis resté bloqué à mes 24 ans. Quand on me demande j'ai quel âge, je dis d'abord j'ai 24 ans avant de dire non, j'ai 26 ans. C'est bizarre. Il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour à faire. J'ai 26 ans aujourd'hui, je suis de 1998. Okay. Quand j'ai eu mon bac à 15 ans, vous voyez, j'étais jeune, hyper jeune, je ne connaissais pas encore toutes les capacités que j'avais à l'intérieur de moi. Mais il y a une chose qui est sûre, depuis mon enfance, j'ai toujours été quelqu'un de très bienveillant envers ma famille, envers les gens autour de moi. Pendant mes études, je pouvais me lever, aller au CNHU, apporter à manger à mes aînés que je connaissais, qui étaient de garde spontanément comme ça. Et donc, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, voilà, la chose que je peux faire qui me permettra d'être utile aux gens et que je vois autour de moi, parce que mon grand frère est médecin, ma grande sœur est pharmacienne, c'est la médecine. Okay. Je me suis lancé dans la médecine. J'ai repris la première année de médecine. Et quand j'ai repris la première année de médecine, j'ai validé toutes les matières en première session. J'avais du temps. Donc, ayant du temps, je me suis dit, voilà, je vais explorer d'autres choses que je sais faire. Et c'est ainsi que j'ai commencé par me donner à la com et à l'événementiel, que j'avais déjà commencé en terminale en organisant les journées culturelles de mon collège. Donc, à cette époque-là, j'avais fait le collège avec Axel Merrill, big up si tu nous suis Axel, et il devait rentrer pour refaire son passeport ou pour des documents, et du coup je lui ai dit, gars, et si on organisait une scène? Je pense que c'était la première scène de Axel au Bénin, c'était sa première scène en tant qu'humoriste au Bénin, et peut-être même soit la première, soit la deuxième en Afrique. Je lui ai dit, on organise ça, on a fait
le 229, le Tu vas te calmer chaud, pardon, TVTC Show, qui a été un franc succès, un vrai franc succès, salle pleine, sold out, 200% de bénéfices, on s'est partagé l'argent, on est parti manger au Limpala, etc. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré Monsieur Ulrich. J'ai travaillé à Tam Tam, j'étais responsable à la création de projets, je donnais des idées pour pouvoir faire des événements dans les différentes structures, dans les différentes boîtes, etc. Avant maintenant que la médecine ne me rappelle à un moment. Ok. Voilà. La médecine est une discipline très jalouse. Donc, à partir de la 3e année, c'était très difficile avec les gardes de pouvoir concilier les deux. Et c'est là, j'atterris comme ça, c'est là que tu interviens. C'est très bizarre. C'est pour ça, quand tu m'as proposé l'interview, en fait, j'étais, mais ok, il n'y a pas de problème. C'est là que tu interviens parce que en 3e année de médecine, je suis arrivé à une phase où je me suis dit, mais Abed, tu respires la com. Quand tu dors, tu te réveilles. Regarde autour de toi. Il y a des grandes personnalités dans la ville, des Ulrich Adjovi à qui je pouvais écrire par WhatsApp, qui me répondaient. Et je me dis, mais là, comme tu ouvres ces portes-là, tu fous quoi en médecine? Et j'ai arrêté. J'ai arrêté les cours. Je voulais plus aller composer. Et j'ai tout arrêté. J'ai commencé par chercher des écoles en communication digitale sans informer mes parents parce qu'il fallait que je trouve et que je trouve aussi comment je vais me prendre en charge quand ils vont me déshériter. C'est ça. Donc dans mes recherches, j'anticipe. Je suis tombé sur, je ne sais pas si toi-même tu t'en rappelles, c'était un atelier que tu as donné à l'université d'Abomey-Calavi. C'était dans l'amphi qui porte le nom d'un ancien président sénégalais, là, je sais plus. Idriss Déby. Je pense que c'était Idriss Déby. Je pense, ouais. Et le thème, c'était comment concilier sa passion et son métier. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas pu y être. J'ai suivi dans les lives. Je ne me rappelle plus ce que tu as pu dire ce jour-là. Mais quand j'ai fini de suivre le live, je me suis levé et je me suis dit, je n'abandonnerai pas la médecine, mais je ferai de la communication dans la médecine. Je vais rallier ma passion et mon métier. J'ai disparu pendant 2 ans du secteur de la com. Et après, quand j'ai fini mes examens cliniques en médecine, j'étais officiellement médecin. Il ne me restait que la soutenance. Là, on est parti avec 1000%. Avec 1000%. Mais avant d'arriver à 1000%, la médecine, il paraît que ça fait partie des disciplines les plus difficiles à étudier, surtout au niveau universitaire. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ces années-là? Est-ce que tu en as de bons? Est-ce que tu en as de moins bons? Est-ce que tu as des anecdotes? Il y a une célèbre penseuse qui a dit, enfant, Donc c'est chaud. Ah ouais, non, mais il y a de très belles anecdotes par rapport à la faculté. C'était très, très, très chaud. Ma reprise de la première année de médecine qui a été très fracassante parce que le premier semestre, j'ai validé toutes les matières en première session. Deuxième semestre, j'ai validé toutes les matières les plus difficiles. J'ai repris avec les matières que tout le monde a validées, en fait. Donc, c'était vraiment une chute, une vraie chute, mais nécessaire. Nécessaire parce que l'une des choses que les études en médecine m'ont apprises, c'est l'humilité. Parce que par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent, que Dieu m'a fait quand même assez intelligent, et je connais pas mal de gens. Et honnêtement, le train de vie que Dieu me parle, le train de vie, mais la vie que Dieu me permet de vivre aujourd'hui, si je n'avais pas fait la faculté de médecine, je n'avais pas vu certaines choses, je n'avais pas connu l'échec, je n'avais pas connu la brimade, je vous assure que cette pièce n'aurait pas pu contenir ma tête. Ah ouais. La faculté de médecine m'a enseigné beaucoup d'humilité, m'a appris à connaître l'humain. M'a vraiment appris à connaître l'humain parce que j'ai vu l'humain dans toute sa fragilité, y compris moi-même. Devant l'incapacité. C'est des souvenirs très difficiles, mais devant des fois, il y a certains patients qui te touchent. Tu es devant eux, tu veux le sauver, tu veux tout faire, tu masses. Je me rappelle de ce garçon H.G. Je n'oublierai jamais son nom, 17 ans. Je n'étais même pas de garde, je circulais juste dans le CNHU, j'ai entendu un cri, j'ai ça c'est ça, maman. Parce que j'étais tellement bien avec ce patient. Et c'est ça qui est difficile. Quand tu suis des patients sur le long terme, tu t'attaches. Je suis parti, j'ai massé le petit jusqu'à j'ai failli casser ses côtes. Jusqu'à j'ai failli casser ses côtes. C'est l'une des parties les plus difficiles dans le métier. La partie où tu es du côté le plus vulnérable de l'humain.
Tu vois même des personnes qui sont censées être là. Ouais. Et quand Dieu te permet d'avoir un certain cœur, tu ne les regardes pas eux, mais tu t'imagines toi à leur place. Ouais. Et tu te dis, un jour, ça pourrait être moi. Donc, faut que je fasse plus attention à moi. Faut que je sois plus humble parce que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Ouais. Et surtout, le plus important sur la terre, c'est de vivre en laissant quelque chose. Parce que en voyant des gens mourir, leur plus grand regret n'était pas ce qu'ils ont fait mal, non, mais c'est ce qu'ils n'ont pas pu faire et surtout ce qu'ils n'ont pas pu laisser. La plupart parlent de leurs enfants, la plupart parlent de leur héritage, même pas l'héritage, la plupart c'est les enfants, c'est tout ce qu'ils ont pu créer d'immortel qui puisse au-delà de les faire exister. Et c'est quelque chose que j'ai implémenté dans ma vie et tous les jours je fonctionne en mode faut que si demain je pars, on se rappelle qu'il y a quelqu'un comme ça qui a existé. Ouais. Voilà, donc c'est à peu près ce que la faculté de médecine a pu calquer dans ma tête. Bah, c'est très deep, c'est très deep. Écoute, on te connaît en tant que médecin sympa, surtout pour ton hyperactivité dans la lutte, ok, pour le don de sang. D'où est-ce que ça te vient? Est-ce qu'il y a un moment clé qui a enclenché cette volonté de lutter? Parce qu'il y a plusieurs causes que tu pourrais défendre. Ok. On dit deep, colonto de deep. La profondeur appelle la profondeur. Alors, c'est la première fois que je vais en parler. Bizarrement, c'est vraiment la première fois que je parle devant des raisons réelles qui m'ont poussé à créer l'association 1000%. Je suis orphelin de mère. J'ai perdu ma mère il y a 20 ans. 2024, 22 aujourd'hui, il y a 22 ans. Et elle est partie en donnant naissance à ma petite sœur. Et parmi les différentes causes qui ont pu être à la base de son décès, c'était il y avait un problème lié à la disponibilité de poches de sang, où pendant qu'on était en train d'essayer de la réanimer, ils ont dû aller chercher du sang à Porte-Nouveau. Ce qui était déjà à l'époque, le trafic, les routes, tout ça, c'était compliqué. Et ce n'est même pas encore réellement ça, parce que 20 ans durant, mon père, franchement, je t'aime papa, a vraiment donné tout pour qu'on ressente le moins possible le manque. Mais arrivé à l'âge adulte, commençant par vivre certaines choses. C'était en 2020, j'allais bientôt soutenir mon doctorat. J'ai eu le bac. À l'époque, j'étais en couple avec une fille. Je l'aimais beaucoup. Je me disais, ah voilà, maman, j'aurais voulu que tu sois là pour te présenter tel, etc. J'ai commencé par traverser vraiment une forte période de dépression. Mais vraiment très, très forte. Très, très forte période de dépression. Beaucoup de personnes ou certains savent sans pour autant savoir parce que dans cette période, j'ai peut-être eu des comportements, j'ai peut-être eu des attitudes qui ne ressemblent pas du tout à qui j'étais, mais j'étais vraiment dans le fond. Et il y a quelques personnes qui ont vraiment été dans cette période-là, qui ont vraiment été là, ne regardant pas à ce que je faisais, ne regardant pas à qui j'étais, mais regardant à ce qu'ils voient à l'intérieur de moi, au cœur pur qu'il voyait à l'intérieur de moi, des périodes où je passais de l'argent à tout azimut, où j'avais des addictions pas possibles. Et le point à un niveau, j'ai voulu me suicider. J'ai voulu mettre un terme à ma vie, mais j'ai pas eu le courage de le faire. Est-ce qu'il faut un courage? Bref, oui, bref. J'ai pas pu le faire parce qu'à l'époque, elle s'appelle Whitney, cette fille avec qui j'étais à l'époque. Franchement, merci. Je sais pas comment elle a senti. Elle est descendue de PK10 chez moi, dans ma chambre, restée là toute la journée. Passer la journée avec moi. Et après, je suis resté là, penser. Je me suis dit, c'est vrai, ils ont raison. Je peux pas mourir comme ça. Si je dois partir, faut que je laisse un héritage. Et donc, je me suis dit, donc, quel héritage je peux laisser? Et je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de créer une solution. Parce que si j'ai une mentalité, c'est que chaque être humain est la solution au problème, à un problème sur la Terre. Et est la réponse à une question sur la Terre. Parce que du vécu de chacun d'entre nous, des problèmes que nous avons traversés, des choses que nous avons vues, il y a une part de solution aux problèmes du monde que nous seuls pouvons donner, en fait. Et donc, je me suis dit, dans mon histoire, qu'est-ce que je peux corriger par rapport à moi pour que les maux que j'ai vécus, d'autres ne le vivent pas? Je ne veux plus avoir d'orphelin du sang.
Je ne veux plus voir d'enfants qui ne puissent pas être allaités par sa mère parce que maman est décédée. Je ne veux vraiment plus. Je veux que le cercle de famille applaudisse à grands cris, comme l'a dit Victor Hugo, sans pour autant se soucier de comment est-ce qu'on... Non, l'enfant doit être allaité au lait de sa mère. Il doit pouvoir pleurer sur le sein de sa mère. Et pour ça, pour qu'on ait ces larmes-là, il faut pas qu'on manque de sang. Ah, c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, c'est très beau, c'est deep. C'est deep, c'est beau. Et donc, c'est comme ça que 1000% naît. Et c'est comme ça que l'idée de 1000% naît, dans la volonté de pouvoir porter la chose avec d'autres personnes, parce que n'oubliez pas, le fond de la chose, et c'est ça c'est ce qui est fou dans l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui est en train de laisser un testament, hein. C'est pas qu'il est en train de construire tout ça en se disant non, il est en train de le faire en se disant, et j'avais des comportements peut-être encore un peu aujourd'hui autodestructeurs qui montraient en fait le mec, il vit au jour le jour. Il vit vraiment au jour le jour. Donc je voulais pas le faire seul, parce que si ça donnait ce que je voulais, faudrait qu'il y ait des gens qui puissent perpétrer. Donc je me suis associé avec ma promotion de médecine. Je suis de la 44e promotion de médecine générale, formé à la FSS. J'étais le premier responsable. Et donc, j'ai proposé à ma promotion qu'on le fasse ensemble. Et on a fait la première édition ensemble. C'est comme ça que la campagne 1000% est née. Et par la suite, des événements nous ont amenés à nous dire, au lieu de faire juste une campagne, créons une association. Et d'une association locale, aujourd'hui, nous sommes une association internationale dans plus de 5 pays d'Afrique. Bravo. Merci. Bravo. On rend grâce à Dieu. Et pour toi, quelle est la chose la plus gratifiante que tu aies pu avoir de cette expérience et du parcours de 1000% aujourd'hui? La plus gratifiante, vraiment la plus gratifiante, il y en a tellement, mais il y a la chose qui me monte à cœur, là, hier soir, je parlais avec quelqu'un qui n'est pas des moindres, quand même, parmi les jeunes, et je lui disais... La personne a réalisé un film dernièrement sur la drépanocytose et il me disait, tu ne me croiras pas. Il me disait, tu ne me croiras pas si je te dis, mon premier don de sang, je l'ai fait avec toi. La personne m'a dit, tu ne me croiras pas si je te dis que mon tout premier don de sang, je l'ai fait avec toi en 2022 et depuis lors, j'ai plus arrêté. Je pense que c'est la chose la plus gratifiante que je n'ai. Je ne pleure pas quand on me dit je t'aime ou je pleure. Je pleure très rarement, mais hier, quand j'ai raccroché avec ce gars, j'ai chialé ma race. Parce que je me suis dit, Abed, tu es en train d'y arriver. Ta vie impacte. Et puis, il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas les opérations de don de sang de 1000%, c'est carrément des événements. Tu t'as toujours dit, je veux rendre le don de sang... plus chill. Plus chill. Donc, vous venez, il y a de la nourriture, il y a de l'ambiance, il y a des artistes, il y a des célébrités. Et c'est là qu'on ressent même, disons, ta fibre de communicant, en fait. Donc, pouvoir sensibiliser et rendre le don de sang, en griffe, plus sexy. Ouais. Plus fun. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous donner des chiffres de vos réalisations? Qu'est-ce que ça représente pour qu'on puisse imaginer l'impact de vos actions? Alors, 1000%, déjà, ce n'est pas que des campagnes de don de sang. C'est important à préciser. C'est de la création de solutions. Je préfère le dire ainsi. C'est de la création de solutions parce qu'au-delà d'organiser des campagnes de don de sang, nous faisons de la communication digitale, physique, vraiment inédite. Nous faisons de la construction. Nous sommes dans le BTP. On a des projets de BTP en cours. On fait notre dernier projet, par exemple, c'est le mur de l'espoir. C'est une grande fresque murale de 48 mètres carrés qui représente en fait la jarre trouée de Guézo, du roi Guézo, mais la jarre est placée par une poche de sang. Et l'idée, en fait, c'est que toute personne qui passe par là se dise, mais leur histoire de don de sang, là, c'est tellement sérieux qu'ils affichent ça en grand dans la ville et que sur des années, de façon intemporelle, toute personne qui passe par là se rappelle de, le don de sang, c'est important. En fait, tout ce qu'on peut faire pour impacter lié au don de sang, on le fait. Nous sommes à 2 ans d'existence. 2 ans d'existence, dont 1 an d'existence officielle, enregistrée. En 2 ans, nous sommes à 27 campagnes de don de sang organisées. Pour 4365 poches de sang collectées.
Ce qui fait environ une moyenne de 100-150 poches par collecte, ce qui n'est pas rien du tout. Lorsqu'on sait qu'une poche permet de sauver jusqu'à 3 vies humaines. Donc, c'est environ 4000 fois 3, près de 12 000 vies humaines que nous avons sauvées en 2 ans. C'est plus de... Dans ces 4000-là, c'est environ 2500, 2600 nouveaux donneurs. Donc, près de la moitié sont de nouveaux donneurs. Près de la moitié des donneurs étaient de nouveaux donneurs, des personnes qui ont fait le don de sang pour la première fois avec nous. Ensuite, 80%, oui, 80, c'est grosso modo, hein, c'est entre 76 et 85, j'ai pas le chiffre exact, mais 80% de nos donneurs sont âgés de 18 à 25 ans. Pas de 18 à 30 ans, de 18 à 25 ans. 80% de nos donneurs sont âgés de 18 à Bah c'est vraiment lourd ce que vous faites. Félicitations encore. Merci. Et c'est tout à votre honneur de pouvoir inceptionner ce réflexe-là chez la jeunesse, parce que eux, ils vont grandir et ils vont transmettre ce message. Et félicitations. Et pour finir sur le don de sang, si tu as 3 raisons pour lesquelles il faut donner son sang que tu donnes à un jeune aujourd'hui, ce seraient lesquelles? Alors, 3 raisons pour lesquelles il faut aller donner son sang. D'abord, pour les autres. Pour les autres, parce que tu ne savais pas de qui peut venir la solution dont vous avez besoin. En donnant du sang aujourd'hui, vous pouvez participer à sauver votre employeur de demain ou le président de la République de demain qui va mettre en place une loi qui sera favorable pour vous. Je ne sais pas. Vous ne savez pas qui vous pouvez sauver. Au-delà de qui vous pouvez sauver, vous ne savez pas si, quand, comment vous pourrez être, ou quelqu'un de votre famille pourrait être dans le besoin. Et sachez que la vie m'a appris que quand tu sèmes, tu récoltes. Quand tu sèmes la vie, tu récoltes la vie. Et enfin, c'est tout bénef pour vous, parce que un donneur de sang régulier est quelqu'un qui est en général en très bonne santé. Parce que quand tu vas donner du sang, il y a un check-up qui est fait rapidement pour s'assurer que tu es en bonne santé. Donc déjà, physiquement, tu es sûr que ça va. Et ensuite, quelques semaines plus tard, tu as tes résultats sérologiques qui arrivent. Et pour la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, vraiment, vous comprenez ce que je veux dire entre nous. On se sait. Tu n'aimes pas porter ton vous-vous-là. Bref, faut faire le don de sang. Ah, il y a des jeunes qui m'écrivent. Ah, hey, docteur, tu sais, c'est petite parenthèse, hein. Arrêtez ça. C'est la première cause de consultation au téléphone. Allô, bro? J'ai un souci là. Depuis 2 jours, quand je pisse là, ça me pique. Et il y a un liquide blanc qui sort façon là. Frère. Bref, quand tu vas faire ton don de sang, t'as les résultats, donc tu peux diagnostiquer une syphilis assez tôt et prendre les dispositions. Mais je me dis, être jeune et médecin comme toi, ça doit te mettre dans des situations cocasses, hein. Déjà, par rapport à des jeunes qui viennent te voir, est-ce qu'ils sont pas surpris? Est-ce qu'ils ont pas un problème de confiance? Et des vieux aussi, quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils trouvent pas que tu es trop jeune? Tu as déjà vécu des situations comme ça? Oh oui. Il y a ce vieux qui est venu à 3h du matin, je l'oublierai pas, à une consultation. Et il était comme ça. Ouais. Non. Mais excusez-moi. Non, alors, je finis, il fait les soins, il revient vers 6h. Excusez-moi, je dois juste vous avouer, je vous trouvais trop jeune, en fait, mais il faut dire que vous êtes bon. C'est bien. On a besoin de jeunes consciencieux comme vous. C'était un Français. C'était tellement drôle. Non, oui, elle est venue là flipper d'abord. Il a flippé d'abord. Celui-là, qu'est-ce qu'il va me mettre? Avec moi, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens flippent. C'est 1, parce que ils voient un visage jeune. Mais la deuxième, c'est que j'aime le PA et je ne m'en cache pas. Ok. Donc, non, on se voit dans le PA. On se voit dans le PA. Là, j'ai un ami, Dieu donné, je lui passe le big up s'il nous regarde. Il t'avait rencontré en tant que médecin et on avait parlé, c'était très... Je me rappelle, ouais. On s'est vu en boîte, il me regarde, il me dit, mais attends, c'est le docteur qui est là. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement. Donc, je peux comprendre. Ouais. J'ai déjà croisé en boîte un patient qui s'est rapproché de moi et j'étais en train de danser et le gars se rapproche, il me dit bonsoir. Je fais oui, bonsoir. Il me remet un verre. Il fait bonsoir, docteur. Je fais oui, bonsoir. Je suis un de vos patients. Ah, d'accord. Mais ici, je suis pas docteur, je suis sympa. Ben écoute, oui, c'est bien. Ça arrive, mais comme j'aime bien le dire aux gens, ma médecine, est-ce que je le défends le moins?
Je ne défends pas ma médecine parce que par la grâce de Dieu, je sais que Dieu m'a fait intelligent et je sais que Dieu m'a fait bon médecin. Et quel qu'en soit alpha, les gens auront besoin d'un médecin. Si quelqu'un n'a pas confiance en moi, en mes capacités médicales, en fait, je suis totalement ouvert à le recommander à d'autres collègues vers qui il pourra avoir son soin parce que le plus important, c'est qu'il aille bien. Mais bizarrement, paradoxalement, c'est plutôt le fait que je sois très ouvert qui fait que j'arrive vraiment à avoir beaucoup de patients, surtout parmi les jeunes, qui ont une certaine confiance, en fait. Ils se disent, c'est un gars, il est comme nous, il nous comprend, je peux lui parler, il va me comprendre sans me juger. Et en plus, il sort comme moi. Donc, si je ressors d'une soirée où je suis un peu bourré, où je l'appelle, il saura quoi me dire parce que peut-être lui se bourre pas, mais il a sans doute vu des potes bourrés en soirée, il a su quoi faire, quoi. Donc, c'est bien, voilà. c'est bien. Écoute, en tant que médecin, disons, t'as pas énormément d'années d'exercice officiel, même si tu es dans le circuit depuis un moment. Quelle est la chose que tu aimes le moins par rapport à ce métier? Alors, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que j'aime? Il y a tellement de choses. Non, je veux choisir la chose la plus... les gardes, non, s'y est fait. Je vois pas. Les odeurs, peut-être. Les odeurs, mais non, ça aussi, on m'y suis fait. C'est l'ingratitude des patients. Ça, c'est le truc le plus... Je m'y fierai jamais, mais j'ai fini par accepter que je ne fais pas les choses pour avoir le retour des gens. C'est Dieu qui me bénit, mais c'est l'ingratitude. Oh, bagarre. Comment ça, l'ingratitude? Au-delà... Pardon. Au-delà de l'ingratitude, désolé, hein, voilà. Vous avez beaucoup parlé, ça d'autre soif. Vous comprenez d'où, hein, vous voyez. Donc, au-delà de l'ingratitude, en fait, les gens voient vraiment le médecin comme une machine. Je vais expliquer ça par un exemple très simple. J'ai reçu une patiente en consultation cancéro la dernière fois parce que je travaille en cancérologie. J'ai 1 an d'expérience en cancérologie et j'ai reçu une patiente qui avait pour un cancer du sein. Et les consultations cancéro durent minimum 2 heures. Parce qu'il faut expliquer réellement au patient en détail ce qu'il a. Et la prise en charge du cancer, on est parti pour minimum 5 ans. Donc, j'explique à la dame qu'il faut que toutes les personnes qu'elle veut intégrer en fait au secret puissent être là ou qu'on fasse un call. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. On a fini les 2 heures. C'est là que sa sœur vient ou sa belle-fille, je sais plus. Elle me dit non, qu'ils vont pas poser de questions, mais finalement, elles ont posé des questions pendant 2 heures encore. Et à ce moment, je leur ai dit, en fait, j'ai mal au ventre parce que je suis en train de faire une crise d'ulcère. J'ai pas mangé depuis le matin. J'ai très mal. C'est pour ça que je suis un peu expéditif. Donc, si vous pouvez vraiment aller au but, parce que j'ai l'impression de me répéter depuis 4 heures de temps. Ah, d'accord, ok, docteur, il n'y a pas de problème. Mais sinon, elles ont continué à parler comme ça pendant 1 heure. Je me suis juste levé à un niveau et je leur ai dit, madame, franchement, on va se voir la prochaine fois. Parce que si je ne me lève pas là pour aller manger, je vais tomber. Ah, mais docteur, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, vous vous énervez un peu. Hein. Moi, j'avais déjà presque fini. J'étais là, mais tu es sûr que je me suis énervé là? Non, mais t'es un docteur, tu peux pas tomber malade normalement. Non, je pense que dans la tête des patients, ça doit être ça. En fait, toi, t'es un docteur. C'est toi qui es censé me donner la santé. Comment tu me dis que tu vas tomber? Donc, j'ai un ami banquier. Je vais appeler mon ami banquier pour qu'il m'envoie de l'argent. Et il a intérêt à me dire qu'il en a. Comme si ton ami banquier te dit qu'il est fauché. Voilà, c'est ça. Agbaza Maïgan. Et encore une fois, par rapport à ton boulot, quelle est la chose la plus dure que tu aies eu à faire? La chose la plus dure dans ce boulot, toutes choses confondues, c'est d'annoncer un décès. Pour moi. La première fois que tu as dû le faire, comment ça s'est passé? J'ai perdu mes mots. Je ne savais pas quoi dire. Je suis arrivé devant le patient et heureusement ou malheureusement, c'est pas censé arriver comme ça. Mais à mon expression, quand je suis sorti de la salle, la patiente avait capté. Et la femme du monsieur avait capté. Et non, docteur, ne me dites pas ça. Je suis vraiment désolé. J'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est l'une des choses qui est un peu triste. Hein. J'espère que ce message viendra aux oreilles de décideurs. Mais en faculté de médecine, c'est une chose qu'on ne nous apprend pas. Mais c'est un peu triste.
On ne nous apprend pas à faire des annonces. C'est vraiment sur le tas qu'on apprend à le faire. Et c'est pas facile parce qu'il y a la manière d'annoncer, les mots à utiliser, mais aussi surtout comment prendre en charge après parce que le garde il part en vrille en fait. Ouais. Il s'écroule, il tourne par terre, il crie. Et toi, dans cette situation, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire parce que la gestion du deuil est très importante. La réaction que tu as lorsque la personne est en train de faire ça est importante. Si elle fait ça et tu es en mode et ne faites pas ça ici, ne faites pas ça ici, tu brusques le deuil de la personne. C'est quelqu'un qui aura beaucoup plus de problèmes à faire son deuil. Mais toi, qui viens de lui annoncer un décès, tu as d'autres patients qu'il faut que tu ailles gérer. Donc, combien de temps il faut rester là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui toucher l'épaule, lui dire vraiment, je suis de tout cœur avec vous, il faut que j'aille m'occuper d'autres patients. Comment faire? C'est compliqué. Mais ça me fait penser à une autre question. Et ça, c'est un ressenti que j'ai et que je pense que beaucoup de gens qui regardent partageront. S'ils pratiquent des hôpitaux au Bénin, on a vraiment l'impression que le corps médical est insensible. Je sais pas, on dirait que vous avez tellement vu de choses, vous voyez au quotidien tellement de souffrances ou tellement de que c'est rare de trouver des médecins ou des... Enfin, encore les médecins, ça va. Ceux qui les bossent, ça va. Mais disons, tous ceux qui sont en bas, les infirmiers, tout ça là, ils font un boulot exceptionnel. C'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font pas du bon boulot, mais il y a une insensibilité des fois qui peut choquer. Tu vois, bon, moi j'ai la chance, je suis quelqu'un de public, donc il y a tout. Je sais que le traitement que je vais recevoir n'est pas forcément le traitement que d'autres personnes que je vois reçoivent, mais des fois, je sais pas. Est-ce que ça déshumanise pas un peu le travail que vous faites? Oui, ça... Alors non, pas besoin de s'excuser pour ça parce que c'est un fait. Comment je vais l'expliquer? C'est pas facile. C'est une chose, même moi, le médecin sympa, qui suis très, très, très ouvert, sympathique, ouvert de tous, je suis pas tout le temps sympa. Il y a des moments où tu viendras, il y a des amis qui m'ont déjà dit qu'ils m'ont vu à l'hôpital et qu'ils ont l'impression que je suis bipolaire. Parce que la personnalité à l'hôpital est différente de la personnalité dehors. Mais il faut que vous compreniez qu'à certaines mesures, on est obligé et on a besoin d'être comme ça. Pour vous protéger et pour nous protéger aussi. Pour vous protéger et nous protéger aussi parce que vous voyez, lorsque vous apprenez que quelqu'un est décédé, la réaction que vous avez, même lorsque c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. On est là, par exemple, on dit, il y a eu un accident au bord de la route, la personne est décédée sur place. Tout le monde ici a fait, que Dieu l'a. Mais dites-vous que nous, on n'entend pas. C'est dans nos mains que les gens meurent. C'est dans nos mains que l'humain s'en va. Et c'est pas comme si la personne s'en va, on est resté là, on a fait tout ce qu'on a pu, on s'est donné. Et à un moment, plus tu te donnes pour des patients, plus c'est vraiment ton âme qui part. Quand nous rentrons à l'hôpital, en fait, franchement, moi, quand j'entre à l'hôpital, je deviens une autre personne. Quand je mets ma blouse, je deviens franchement une autre personne. Je deviens franchement une autre personne parce que j'ai besoin d'avoir un certain détachement pour ne pas sombrer. Ouais. Parce que si à chaque patient que je perdais, je devais sombrer, je ne pourrais plus accomplir cette mission. Tu dois mettre des organes à chaque patient. Je ne pourrais pas. Ouais. En plus, quand t'as fini, et c'est pas, je parle du décès parce que c'est la chose la plus forte, mais tu dois gérer le patient, par exemple, quand tu lui annonces qu'il a une maladie. Quand tu annonces à un patient qu'il a, je dis un exemple simple, qu'il a une cholécystite aiguë qu'il faut opérer. Là, c'est une urgence chirurgicale, certes, mais c'est pas une urgence chirurgicale aussi grave que, je sais pas, une hémorragie interne qui est en train une perforation digestive qui est en train. Quand je dis à celui qui a une cholécystite, vous avez une cholécystite, dans ma tête, je me dis, oh, heureusement. T'as qu'une cholécystite. Ouais. Mais comparé à tout ce que moi, je sais que tu pourrais avoir, pour moi, c'est pas bien grave. Ouais. Mais pour toi, c'est que je suis insensible. Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais du coup, comment tu gères la charge mentale qui vient avec ce boulot? Comment tu fais pour déconnecter? Comment tu fais pour ne pas avoir, disons, ces gens qui partent dans tes mains, qui te hantent? Comment tu fais pour ne pas culpabiliser quand tu sais que tu as tout essayé et que la personne est partie quand même et que des fois la famille
peut t'en vouloir, toi, en disant que le médecin n'a pas bien fait son travail. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je vais dire que, quelque part, la formation, non, pas la formation, l'expérience t'apprend au fur et à mesure. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est comme, vous voyez, la paume des pieds. Quand tu ne racles pas souvent, quand tu vas pas souvent faire les pédicures, là, il y a les peaux mortes qui s'entassent. C'est comme s'il y a de la peau morte qui s'entasse sur nous et qui nous permet de dire, OK, c'est pas grave. Et on avance. C'est-à-dire, lorsque tu as des remontrances de patients, un patient qui vient, les patients, oh Seigneur, dans mon téléphone, le nombre qu'ils sont en train de m'insulter dans mon téléphone, là. Mais les mêmes, ils sont en train de t'insulter, certes, mais tu sais que s'il y a une urgence, tu vas pouvoir répondre. Tu sais que s'il y a un truc, tu vas pouvoir... C'est une mission. Ouais. Je fais ma mission. C'est comme le médecin, c'est exactement ça. À un niveau, on fonctionne un peu comme des soldats. On fonctionne un peu comme des soldats. Maintenant, au-delà de ça, personnellement, moi, je fais déjà, premièrement, tout ce que je fais en tant que médecin sympa, en communiquant sur les réseaux sociaux, en expliquant un peu ce qui se passe à l'hôpital, comment les choses devraient être. C'est un peu ma manière à moi de faire expier ma faute de peu de communication. Je me dis, si je n'ai pas le temps pour communiquer avec chaque patient comme ça, je communiquerai avec tout le monde à travers les réseaux sociaux. Maintenant, après ça, je chill, je sors. Je sors. Quand je danse, quand je sors et je danse, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais j'ai l'impression que mon corps, il est tendu, vous voyez. Et quand je suis en train de danser, j'ai l'impression de relâcher, d'avoir comme des toxines, comme des trucs qui sortent de moi. Et j'aime ça, en fait. Et au-delà de danser, tout ce qui me permet de faire sortir de moi. Là, vous comprenez, tout ce qui me permet de faire sortir de moi, ça déstresse. Voilà. Il faut aussi avoir une bonne femme. Bien manger. Bah, justement, est-ce que c'est un métier qui est compatible avec une vie de couple quand on est jeune? Parce que t'es pas souvent là. Je pense la moitié de la semaine, sinon plus. Tu t'es en garde, tu as des urgences, vous pouvez être posé là, tu as prêté serment. Donc, si on t'appelle, tu dois bouger. Est-ce que c'est compatible? La vie sentimentale du médecin est une vie professionnelle. OK. C'est-à-dire, non, quand c'est une vie professionnelle, c'est une vie mature. Ma sœur, mon frère, ne va pas vers un médecin si tu n'as pas le cœur. Non, sincèrement, c'est difficile. C'est très difficile d'être avec un homme de la santé, mais c'est possible. C'est possible. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de « yes, I want it ». Je le veux. C'est beaucoup de sacrifices et de « je le veux » avant de pouvoir y arriver. Et il faut trouver une personne qui est compréhensive, une personne qui a autant de cœur que toi. Parce qu'il faut que la personne puisse avoir le cœur de comprendre que ce que tu fais, tu le fais pour les autres. Et quand tu rentres à la maison, la personne te récompense pour ce que tu fais pour le monde. Moi, c'est comme ça je vois un peu ma relation avec madame. Quand je rentre à la maison et que malgré tout, elle peut être fatiguée, etc., elle se lève, elle fait à manger. Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin d'un truc spécifique? Ou bien avant que je ne rentre, tout ce qu'il faut pour que je me lave, tout est prêt, etc. Je le vois vraiment comme un témoignage de... Je sais que quand tu sors d'ici, tu ne vis plus pour toi. Donc, quand tu rentres à la maison, faut que quelqu'un puisse t'aider à te sentir, toi, chez toi, pour toi. Donc, et il faut avoir ce cœur-là pour se mettre avec quelqu'un qui fait la santé. Donc, big up à elle. Hein? Alors, je voulais savoir, ta définition personnelle du succès, c'est quoi? Ma définition personnelle du succès, pour moi, pour le perfectionniste que je suis, c'est difficile à évaluer. C'est difficile à dire. C'est vraiment difficile. C'est l'un des plus gros challenges de ma vie. L'un des plus gros challenges de ma vie, c'est de ne pas jamais réussir à éprouver de la fierté ou éprouver de la... Oui, c'est très bizarre. Non, répète. Arriver à ne jamais éprouver de la... Ah, okay. Non. Okay. L'un des défis de ma vie, c'est de ne jamais arriver à pouvoir éprouver de la fierté.
Je n'arrive pas à éprouver de la fierté pour tout ce que je fais, pour tout ce que je suis, etc. Et donc, je n'arrive pas vraiment à mettre un mot sur ce que je pourrais définir comme étant un succès, comme quelque chose. Mais je pourrais dire, en partant de mes objectifs et de ma vision, que c'est de pouvoir réussir à se marquer dans le temps et dans les esprits. C'est de sorte à pouvoir laisser un héritage. Quand tu as réussi à laisser un héritage... En fait, j'ai écrit un slam, parce que je fais aussi du slam, où, dans lequel je disais des milliards d'étoiles qui éclairent ce monde, 7 milliards d'humains, je suis unique en mon genre. Et si à chacune de ces lumières nous correspondons, la mienne, elle est faite de la même matière que celle du Christ. À ma fin, ne compteront pas mes années de vie, et ce que je fais pour moi avec moi disparaît. C'est pour ça je brûle d'une flamme éternelle, pour qu'après moi, ma lumière reste immortelle. Je vais briller au sommet du monde, être cette étoile qui éclaire la pénombre. Vous pouvez toujours essayer de me stopper, mais ce n'est qu'une quête vaine, car je brûle de ma volonté. Bon, je m'arrête là. L'idée, en fait, c'est de vraiment pouvoir dire que pour moi, j'ai réussi lorsque, au-delà de moi, même quand je suis mort, même quand je serai mort, parce qu'un jour, on partira tous, mais quand je serai mort, on puisse dire, on n'aura même pas besoin d'une statue, en fait, pour dire, ce gars-là, il a existé. Et pour moi, c'est en ça que j'aurais réussi. Ok, d'accord. Écoute, nous allons tout doucement vers la fin de cet entretien. Aller sur des questions un peu plus détentes pour atterrir en douceur. Quelle est la chanson la plus honteuse de ta playlist que tu n'assumes pas écouter devant les gens? Honteuse. Ouais. Que je n'assume pas écouter devant les gens. Ouais. Il n'y en a pas, hein. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très open-minded, même devant les parents. Ouais. Mais que j'assume pas écouter. Non, il y en a pas. Non, il y en a pas. Ok. Quelle est la chanson que tu écoutes le plus en ce moment? En ce moment-là, en ce moment-là. Ah, arrogant misant men arrogant we kezedo agbon meton agbon de Connect donc j'aime beaucoup cette chanson. Ouais, et je pense que t'aimes beaucoup ces artistes là parce que tu étais à l'organisation de leurs concerts. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux parce que c'est les nouveaux princes de la musique béninoise? Comme je l'ai dit, j'ai toujours été passionné de showbiz, d'événementiel, etc. Donc déjà depuis l'époque où je travaillais avec Monsieur Ulrich, je mettais déjà un peu la tête dans la musique. J'ai rencontré il y a 2 ans Mr. Yann Evedabeta, qui est devenu mon meilleur ami. Okay. Qui est devenu mon meilleur ami. Nous sommes tous les deux du Lion. Il est du 13 août, moi du 7, etc. Et je l'ai rencontré un peu avant la fin du contrat avec Bobo. À la fin du contrat avec Bobo, je l'ai vu essayer parce qu'il a une vision. Il a une vision, c'est quelqu'un qui a une vision, il est incroyable. Et dans sa vision, en fait, j'ai vu quelqu'un comme moi qui se donne vraiment tout pour pouvoir y arriver. Je lui ai dit, frère, on va le faire ensemble. Donc, quand ensemble, on a découvert les Connect Aidants, on les a signés et je suis directeur à l'événementiel au sein du Phoenix Label. Okay, donc au-delà du concert, quand il y a des sorties des concerts, etc., même si je suis pas très disponible, je peux donner de mon avis, donner sur l'habillement, sur le mood qu'ils doivent pouvoir transporter. Et je précise, très important, ce n'est pas parce que je travaille avec Connect Aidants que je suis fan de Connect Aidants, c'est parce que je suis fan d'eux que je travaille avec eux. Ok. Parce que si je n'étais pas fan de leur musique, en fait... Ça fait sens. Je bosserais avec Yann, mais avec... mais je connais toutes leurs chansons par cœur. Donc, franchement, c'est ce que j'écoute le plus ces temps-ci. À part ça, Agbon, si je dois sortir de Agbon, j'écoute beaucoup... J'écoute beaucoup les chansons qui me parlent. Hein. J'écoute Nzaza de Asake. J'écoute beaucoup Asake. J'écoute, à l'inter, j'écoute Asake. J'écoute Tiakola. J'écoute beaucoup Tiako Gazo. J'écoute beaucoup Tiako Gazo. US, j'écoute Kendrick Lamar et les Migos. Voilà. Okay. Mais c'est pas pour saucer, mais je fais souvent des bacs dans l'album Nubi Yoyo,
qui est un album qui m'a beaucoup marqué aussi. N'oublie yo. Non, tourner, c'est fini. Fuck la police, qu'est-ce que tu dis comme ça? C'est ce bon Dieu qui pourra nous punir. Alors là, je pense que tu as voulu être rappeur dans une vie. Hein. Oui, c'est pour ça. Dieu m'a pas donné le flow. Dieu a remarqué que si j'étais rappeur, c'est fini pour les go. En tout cas, merci beaucoup pour le love et pour le respect et que tu donnes à chaque fois. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire cet entretien avec toi. Et là, ça va être l'avant-dernière question. Hein, Abed, tu es un docteur, tu es un médecin, tu es sympa, Seigneur mais Jésus. tu es malade. OK? Quel est le diagnostic que tu pourrais faire par rapport à toi si tu devais faire un diagnostic? Si tu devais te diagnostiquer. De quoi est-ce que je souffre? Je souffre de manque d'estime en moi-même, de manque de confiance en soi, on va dire. Et je pense que c'est un truc dont beaucoup de gens souffrent aussi. Et c'est pour ça que je me donne la liberté de pouvoir en parler, d'ouvrir mon cœur par rapport à ça, parce que je sais que en parlant, sans doute dans les commentaires, il y aura des gens qui vont donner des conseils par rapport à ça, et que ça ne me servira pas qu'à moi-même. On est tous appelés à grandir ensemble. C'est beaucoup plus un problème de manque de confiance. Beaucoup de manque de confiance que par la grâce de Dieu, au jour le jour, on va essayer d'améliorer. Mais oui, je pense que c'est ça. Je vais te demander encore un diagnostic. Diagnostic de la jeunesse béninoise. La jeunesse béninoise, tu es sûr que tu veux entendre ce que je veux dire là? Ouais. La jeunesse béninoise est brimée. Elle est muselée. Désolé, elle est étouffée. Je suis désolé de le dire ainsi. Je vais pas délier ma langue au point où je veux, mais quand je regarde l'univers des jeunes aujourd'hui, il y a tellement, mais tellement, Seigneur, il y a tellement de talent. La jeunesse béninoise est pétrie de talent aussi bien ici qu'à l'extérieur. Regardez Madara, regardez Axel, regardez Yann, regardez les Connexédons, regardez Boboué, regardez la folie de ce qu'ils font. Et regardez la folie de ce qu'ils font avec leurs propres moyens. À l'extérieur, dans d'autres pays, il y a des aides étatiques. Regardez en Côte d'Ivoire à côté. Quand un artiste commence par mousser, comment tel ministère ou tel peut se lever pour dire il y a des bailleurs, des gens pour soutenir parce qu'on sait que la jeunesse, c'est ça le futur. Mais ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, on m'a déjà dit, parce que tu n'appartiens, désolé de le dire ainsi, hein, ça peut créer des tollés, mais c'est pas grave. Des gens m'ont dit, parce que tu n'appartiens à aucune obédience politique, je n'appartiendrai à aucune obédience politique parce que je fais pas de politique, mais parce que tu n'appartiens à aucune obédience politique, parce que tu n'as aucune affiliation ou parce que tu n'as pas un nom de famille tel ou tel, on peut pas t'accompagner. Mais ne me jugez pas, jugez mon projet. Ne jugez pas la jeunesse, jugez ceux dont elle est capable. Il y a tellement de choses dont on est capable ici, mais on est obligé d'aller chercher des gens à l'extérieur pour le faire. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. J'ai été très admiratif, très admiratif, c'est pas pour jeter des fleurs, mais de la comédie musicale faite par le trône du roi Béanzin que Amir El Presidente a fait avec Nasty Nesta et toute la troupe. Ils ne vous diront peut-être pas, désolé de casser, ils ne m'ont pas dit, mais ceux qui ont fait attention, par exemple, il y avait une première date de prévue. Ensuite, ça a été reporté. Je ne dis pas que... c'est dire en fait que pour pouvoir arriver à faire les choses comme on a envie de les faire en tant que tel, on est obligé de trop trimer. Alors que c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Et j'ai été vraiment content que derrière, il y ait pu y avoir une récupération, que le chef de l'État a pu les rencontrer et les féliciter. Ça, c'est des choses qui encouragent la jeunesse. Mais la jeunesse aujourd'hui n'est pas suffisamment encouragée. Pas du tout. Il y a des gens qui font des choses de fou et un merci, franchement, vous faites bien, aurait été excellent pour pouvoir améliorer. Donc, je pense que la jeunesse béninoise aujourd'hui a besoin d'être soutenue. C'est un diagnostic. C'est mon diagnostic personnel, il ne m'appartient qu'à moi. Okay. Il a besoin d'être, la jeunesse béninoise a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être poussée encore plus fort. Quand je vois des projets comme Trône du Roi Béanzin ou comme d'autres projets qui sont nés, dès que le projet est émis comme ça, mais les gars, comment est-ce que vous avez une idée comme ça? Comment est-ce qu'on peut vous aider à faire quelque chose d'encore plus grand? Comment est-ce qu'on peut vous aider à multiplier ça, aller à l'international? J'aimerais et je prie réellement qu'on puisse proposer, qu'on puisse leur donner les moyens de pouvoir produire ce spectacle-là en France, produire ce spectacle-là aux États-Unis, produire ce spectacle-là un peu partout. Voilà.
pousser la jeunesse au-delà parce que c'est ça le futur. Et mais quel que soit Alpha, excuse-moi, mais quel que soit Alpha dans 10 ans sera en place. Dans 10, 15, 20 ans, quel que soit Alpha, le temps passe. Non, c'est pas une prière, en fait. Le futur président de la République, les futurs ministres, les futurs députés sont parmi nous déjà. Dans 20 ans, ce sera à notre tour. Et il faudrait qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous puissions voir ce que nous pensons, parce que on peut pas tout le temps jeter la faute à nos aînés. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut qu'on recense ce que nous pensons qu'ils font mal. Et quand on sera en place, on essaiera de faire mieux pour les générations à venir. Ok. Pour la culture. On va rester sur ce ton-là pour la dernière question que je vais poser. En tant que jeune médecin, tu fais partie d'une génération qui est confrontée à la réalité des fuites, de la fuite des cerveaux, surtout dans le domaine du médical. On entend, je ne sais pas si c'est une légende, qu'en région parisienne, il y a plus de médecins béninois qu'il y en a au pays. Comment est-ce que tu vois ce phénomène au Bénin et plus généralement en Afrique? Et pour toi, c'est quoi les facteurs en fait qui entraînent ça? C'est une question d'actualité. Oui, tu as très bien posé la question. C'est pas un phénomène qui est propre au Bénin. C'est un phénomène général en Afrique qui est un peu paradoxal parce que nous sommes le continent le plus peuplé, le continent qui a le plus besoin de ressources de ressources sanitaires, qui a le plus besoin de médecins, de personnel de santé, parce que ça ne se limite pas aux médecins, mais qui investit le moins dans la santé. C'est ce qui est chelou. Et de l'autre côté, ils ont des besoins, mais ils investissent dans la santé. Quand je dis investir dans la santé, beaucoup de gens pensent que le médecin ne pense qu'à sa poche, mais c'est faux. Le médecin ne pense pas qu'à sa poche, mais pense également à la poche du patient. Parce que si je veux réellement, la première frustration n'est pas celle du salaire. La première frustration est celle de ne pas pouvoir exercer la médecine comme tu veux l'exercer. Tu es obligé de faire de la médecine par défaut. Il faut regarder si le patient a les moyens. Tu dois demander un scanner thoraco-abdominaux pelvien de la tête aux pieds. Tu peux pas parce que le patient n'a pas les moyens. Tu demandes une radio du thorax et une échographie abdominale pour voir. On regarde dedans. Parce que il y a pas de moyens à l'extérieur. Quand tu vas en France, il y a une assurance. Ils sont en train d'essayer de mettre en place de plus en plus. Par la grâce de Dieu, on espère que ça viendra vraiment à bout. Mais en France, le patient qui entre à l'hôpital, il a une assurance, une couverture, il est pris en charge. Donc, je n'ai pas à me demander où est-ce qu'on va trouver le cathéter, où est-ce qu'on va... Non, je bosse. Je bosse. Et je bosse avec... Quand je dis j'ai fait tout ce que j'ai pu, à la fin, j'ai réellement fait tout ce que j'ai pu. Sans être limité par quelque chose. Ici, on n'a pas les infrastructures. Il y a le chic qui a été construit. C'est chic, super. Merci. Mais on n'a pas les infrastructures. Le chic ne suffit pas pour tout le Bénin. Et on attend de voir, par exemple, est-ce que tout le monde pourra se faire soigner là-bas? Parce que c'est également ça le problème. Dans nos petites cliniques, là, déjà, même au CNHU, les gens n'ont pas les moyens de se faire soigner. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, n'ayant pas les moyens de se faire soigner, n'ayant pas les moyens de payer les prestations, il n'y a pas de moyen pour pouvoir payer le médecin à sa juste valeur. Le médecin va faire des gardes, on casse les papos, le médecin va faire les gardes de 16h à 8h le lendemain, payer 10 000 francs CFA. C'est pas un mythe, c'est ça. C'est le meilleur prix, hein. Le meilleur prix. Sans débat, si tu trouves, faut prendre. 24 heures, c'est 15 000. 24 heures, 15, 20 000. Ouais. Ils vont me chercher, mais c'est pas grave. C'est 15, 20 000, 24 heures. Mais écoute, tu vas garder combien de fois par semaine? Tu peux pas garder 5 jours. Maximum, tu fais 3-4 jours. 3-4 jours, tu te retrouves à quoi? 10 fois 4, 40 000 la semaine. Le mois, tu as un truc de 120, 150 000. Maintenant, si tu multiplies les cliniques, tu es maximum à 250, 300 000. Tu vas payer un loyer. Si tu aimes lover, tu vas essayer de lover. Mais c'est pas conseillé pour un médecin. C'est pour ça, c'est risqué. C'est pour ça que je disais aussi qu'il faut du cœur pour sortir avec un médecin. Il faut du cœur. Aujourd'hui, tu vas remarquer que beaucoup de médecins ont des activités parallèles. Beaucoup. Il y a des médecins décorateurs, il y a des médecins artistes, il y a des médecins saxophonistes, il y a des médecins qui font tout. Il y a des médecins communicateurs. On a des médecins sympas. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Abed, pour ta transparence, pour ta disponibilité et
pour ton combat. Merci. En attendant que le pays te dise merci, nous, on va commencer à te dire merci pour tout ce que tu fais. Et merci à ton association également. Merci à vous pour le travail que vous faites, qui est un travail énorme. Et on vous souhaite d'avoir la force et l'énergie et l'inspiration pour pouvoir continuer ce que vous faites. Et comme tu dis, quand tu sauves la vie, tu gagnes la vie. Que je termine par cette phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup, Merem Hervé. MRV, c'est un slammer béninois, qui dit « Nous avons trop pris l'habitude de parler des success stories sans prendre le temps de parler des fire stories, des histoires d'échecs qui nous permettront de nous inspirer pour demain. » Et ces podcasts nous permettent de visiter autant les histoires de succès que les échecs de tout un chacun afin de pouvoir bâtir une société plus forte demain. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Cotonou Boy. Un seul mot. Cotonou Boy Show.